Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre conseiller, je devrais dire notre expert financier, Cédric Larigaldi, que vous allez sûrement reconnaître. Et aujourd'hui, il sera question du régime enregistré d'épargne invalidité. On va aussi avoir l'occasion de parler avec Leïla Abada, notre chroniqueuse franco, qui va essayer aujourd'hui de nous faire découvrir le canal Rideau sous un tout nouvel angle. Et tout de suite, pour commencer, j'ai la chance de parler avec la présidente des enseignantes et enseignants franco-ontariens, Madame Anne Vinet-Roy. Et Madame Roy, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, votre association, elle sert à quoi? Parce que c'est la première fois que moi j'entends parler de ça. Bien, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, c'est un syndicat qui travaille à représenter et à assurer la sécurité, si vous voulez, à plus d'un niveau, au niveau de nos membres, qui sont en grande majorité des enseignants, mais on a aussi des membres qui œuvrent dans d'autres professions liées à l'éducation. On a des gens qui travaillent au niveau de la santé mentale, des aides enseignants, des gens qui travaillent au niveau des secrétariats, du personnel de soutien. Donc, on a une panoplie de membres là, parmi nos près de 13 000. Wow, c'est beaucoup quand même. Et puis là, je suis en train de penser, comme on en discutait un peu avant l'entrevue, on parle beaucoup des élèves, de qu'est-ce qu'ils vivent pendant la pandémie, des parents, comment les appuyer et tout, mais on parle très peu des enseignants. Comment les enseignants qui sont dans votre association, ils se sentent? Bien, il y a beaucoup de stress présentement et il n'y a pas que nos membres qui sont affectés par ça, mais plus particulièrement à cause de tout ce qui se vit là, en lien avec la pandémie. Et tout ça est pas facile parce que les gens doivent être flexibles, mais en même temps, il y a des limites à la flexibilité des gens. Et puis, ce qu'on exige par rapport au travail, que ce soit en présentiel ou en virtuel ou en mode hybride, parce que, bon, à travers la province, il y a toutes sortes de scénarios présentement. Dans certains milieux, les écoles sont ouvertes, d'autres non. Alors, c'est très, très difficile parce que c'est complètement hors du commun ce qu'on vit présentement. On l'a jamais vécu avant. Et puis là, c'est clair que ça vient avec plein de défis. Écoutez, j'en parlais, je sais plus, avec un représentant d'un conseil scolaire de la région ici qui disait, oui, on est conscient de ce que les enseignants vivent parce que eux aussi, ce sont des parents. Ils ont des enfants qui sont à la maison, qui font l'école à distance et eux aussi, ils doivent donner des cours à distance. Donc, c'est vraiment difficile de jongler entre ces deux affaires-là. Oui, parce qu'on ne peut pas être à 12 endroits en même temps. Là. Si on veut vraiment assurer une éducation de qualité, si on veut rester sain d'esprit, tout simplement, c'est vraiment important d'être capable de faire le nécessaire. Et puis, le personnel enseignant a le soutien et quiconque travaille en éducation au niveau des différentes professions, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on a tous le souci de bien faire, de répondre aux besoins des gens, d'être à l'écoute. Mais en même temps, il y a personne, comme je vous disais, qui a vécu ce qu'on est en train de vivre avant. Et puis oui, on a de multiples responsabilités. Tout le contexte de télétravail, en effet, il y a des familles qui doivent faire de l'enseignement en même temps. Et puis les gens nous disent, on s'attend à ce qu'on enseigne comme si on n'a pas d'enfants à la maison, puis on s'attend à ce qu'on soit des parents comme si on n'avait pas d'emploi. Donc c'est vraiment, vraiment complexe pour toutes les personnes impliquées, là. Ouais, c'est tellement vrai qu'est-ce que vous dites là. Ça décrit exactement qu'est-ce qu'ils vivent, en tout cas pour ceux qui sont parents. Puis là, je suis en train de me dire, comme vous venez de le mentionner, on vous demande de faire telle affaire pour vos propres enfants, une autre affaire pendant que vous êtes enseignant. Et là, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites au niveau de votre association pour mettre une barrière, dans le sens où j'ai reçu plusieurs enseignants ici et je me rends compte que pour eux, c'est un métier de cœur. Donc, veut pas, même s'ils n'ont pas envie de s'impliquer, ils vont s'impliquer plus que la demande. Mais comment vous arrivez à les aider à mettre une barrière pour garder leur santé mentale intacte? Ben, c'est très difficile parce que quand on œuvre dans un domaine comme l'éducation, et puis il y en a d'autres, on pourrait parler du domaine de la santé aussi, qui est très, très étiré présentement, mais quand on parle du domaine de l'éducation, le volet humain est très, très important et c'est ce qui rend les choses difficiles parce qu'au-delà des curriculums qu'on doit respecter ou des pratiques ou des politiques ou des mesures administratives de nos employeurs,
on travaille avec des êtres humains et on est des êtres humains aussi. Donc, oui, on encourage à chaque fois qu'on a l'occasion nos membres de prendre soin d'eux. Entre autres, hier, c'était la journée de la santé mentale. Et puis, on les encourage beaucoup, mais ils nous disent que c'est très difficile parce qu'ils se sentent déchirés. Ont l'impression, ne veulent pas avoir l'impression plutôt de négliger leurs responsabilités. Donc, ils vont, comme vous dites, au-delà et ça a souvent un prix malheureux au niveau de la santé mentale par rapport à leurs engagements et leurs responsabilités. Parce qu'il y a le souci de toujours vouloir bien faire et parfois, dans un domaine comme l'éducation, on a, comme on dit, le défaut de notre qualité. On est tellement dévoué qu'on va au-delà, mais on néglige nos propres besoins et notre propre santé mentale. À vous-même, à vous seul, là, une association, je suis pas sûre que vous arriviez à répondre vraiment à tous les besoins de tous ces enseignants-là que vous couvez. Est-ce que, à différents paliers de gouvernement, vous recevez de l'aide? Ben, c'est intéressant de parler du gouvernement. On n'a pas reçu beaucoup d'aide du gouvernement à peu importe quel égard au niveau de la santé mentale. Le gouvernement prétend qu'il investit plein d'argent dans toutes sortes de domaines, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans le concret au niveau des outils. Nous, on a des programmes comme le programme d'aide aux membres et à leurs familles auxquels ils peuvent accéder, qui offre différentes ressources. Il y a aussi des liens là, sur notre site web par rapport à des ressources qui peuvent accéder, mais c'est pas toujours évident d'avoir le temps d'accéder à ces ressources-là. Puis des fois, on se sent seul. Puis c'est vraiment ce qui nous inquiète beaucoup. Quand nos membres vivent des choses comme ça, on a peur qu'ils se sentent seuls et qu'ils n'aillent pas chercher l'aide nécessaire, qu'ils ne consultent pas Ouais. ou qu'ils ne fassent pas appel aux gens ou aux ressources là, qui sont à leur disposition parce que, encore là, le déchirement, le vouloir de décevoir personne, c'est pas facile à gérer tout ça. C'est vraiment pas facile. Et là, je me dis, je sais que déjà sur votre site web, là, vous offrez des services de santé mentale pour les accompagner. Donc, on va les inviter là maintenant à aller visiter même le site web pour avoir accès à ce que vous offrez pour l'instant. Mais dites-moi, ce serait quoi vos besoins immédiats pour pouvoir mieux accompagner, appuyer ces enseignants-là? Ben, pour s'assurer que nos membres, peu importe le lieu de travail où ils œuvrent, soient dans les meilleures conditions possibles, on a vraiment besoin que le gouvernement cesse de faire la sourde oreille à nos demandes au niveau de la santé et de la sécurité. Tout ce que nos membres peuvent contrôler dans le lieu de travail, au niveau de la santé et de la sécurité actuellement, si on parle de la pandémie, ils le font. Ils vont au-delà de leurs responsabilités en s'assurant que les lieux sont nettoyer, désinfecter le plus possible, que les enfants gardent une certaine distance, mais c'est pas évident. C'est pas la faute des enfants nécessairement. Au niveau des masques, il y a plein de choses pour lesquelles nos membres ont un certain contrôle. Ça, on est conscient qu'ils contribuent beaucoup à ça. Sauf que il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler, comme la ventilation, comme le nombre d'élèves par classe. Et la distance entre ces élèves-là dans un endroit assez petit pendant de nombreuses heures pendant la journée. Donc ça, c'est la partie difficile et qui est un facteur sur lequel on a moins de contrôle. Et malheureusement, le gouvernement dit qu'il fait certaines choses, qu'il pose certains gestes, qu'il met en place des mesures plus rigoureuses, mais ce n'est pas la réalité quand on se retrouve sur le terrain ou que les membres communiquent avec nous. Mais ce qui est vraiment important pour qu'ils continuent à se sentir le mieux possible, c'est qu'ils n'hésitent jamais à faire appel à des services, à des ressources, à rester en contact étroit avec leurs représentants locaux, que ce soit leurs délégués syndicaux ou leurs délégués syndicaux. Aussi leurs représentants, leur présidence d'unité, leur agent ou leur agente en relation de travail. Donc, ils ont une équipe à leur service et c'est vraiment important qu'ils fassent appel à ces gens-là. Ok, donc c'est vraiment un cri de cœur déjà au niveau du gouvernement quand on leur lance là, et secondo au niveau Mm-hmm. des enseignants pour leur permettre de se rendre compte qu'il y a des services qui sont là pour les aider. On va pas terminer cette entrevue là, je vais dire sur une note un peu difficile, mais plutôt plus heureuse parce qu'il y a des bons moments, des bons coups. Et en une minute, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui a bien fonctionné et ensuite un petit message peut-être pour les encourager? Mm-hmm. Ben, ce que je trouve de beau là-dedans, c'est, comme je vous disais un petit peu plus tôt, le volet humain. Autant que ça peut être difficile à adresser, tout le côté humain de ce qui est vécu présentement, c'est le plus beau parce que en même temps, on sait qu'on établit des relations, on fait une différence. Et c'est ce que je souhaite profondément pour les membres de l'AVFO, peu importe la profession dans laquelle ils œuvrent. Je leur souhaite de toujours être capable de se rappeler la raison d'être et puis le bien fondé du travail qu'ils font malgré les défis.
puis d'essayer de se recentrer des fois, puis de se fier à leur jugement professionnel, à leur petite voix intérieure là, qui dit je fais un super bon boulot. Dans les circonstances actuelles, je fais ce que je peux avec ce que j'ai et puis c'est très bien ainsi. Demain, c'est une autre journée parce que sinon, ça finit par miner, par user et ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Puis on a besoin de chacun de nos membres et on les apprécie grandement. Donc, on veut vraiment qu'ils continuent à contribuer à l'éducation de la jeunesse francophone de l'Ontario. Merci beaucoup, Madame Vinéroy. Et puis, je vais inviter les gens à visiter votre site web là. Excellent Mhm. travail que vous faites et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. À la prochaine. Alors, même avant de passer au site web là, j'aimerais aussi dire que ce soit aux gens du domaine de la santé, aux gens du domaine de l'enseignement, que vous êtes des héros et même plus encore. Et si vous avez besoin, du côté de l'enseignement, besoin d'un appui, ça sera au www.aefo.on.ca. Ils ont plein de services là-bas gratuits pour vous autres. Alors, allez-y jeter un coup d'œil. Maintenant, je pense que notre chroniqueuse se prépare en ce moment là à nous faire découvrir le canal Rideau sous un tout nouvel angle. Mais avant que je prenne la connexion avec elle, j'ai quelques informations à vous partager. Et vous savez qu'aujourd'hui c'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Le MIFO a des activités incroyables pour vos jeunes. Ça vous permettra de prendre un petit moment de répit, mais c'est des activités auxquelles vous, parents, vous pourriez participer. Et tout ça est disponible au www.mifo.ca. Vous avez juste à aller sur le site web, choisir l'activité qui vous convient, choisir l'horaire qui vous convient, et puis vous allez pouvoir y participer. J'aimerais aussi vous mentionner que la ville d'Ottawa a des activités incroyables à vous proposer. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ce moment, la ville d'Ottawa ne fait pas une sorte de combo comme pour que vous puissiez avoir des activités en bloc. Il vous permet, en fait, la ville, pardon, vous permet de pouvoir participer à une activité à la fois. Donc, c'est une panoplie d'activités. On a des cours de danse, on a des cours de danse de hip-hop, et puis on a aussi, je pense, des cours de musique pour apprendre le ukulélé. Donc, si vous êtes intéressé à avoir je vais dire, ce nouveau, cette nouvelle activité, pardon, vous êtes invité à visiter le www.ottawa.ca. Hier aussi, on discutait avec une représentante pardon, des bibliothèques publiques ici à Ottawa et elle nous a fait savoir que les bibliothèques publiques Ottawa, oui, sont fermées, mais vous avez la chance de pouvoir faire des cueillettes. Et puis, si vous ne savez pas exactement quoi prendre comme outil littéraire, ils ont ouvert une bibliothèque virtuelle. Fait que vous allez sur le site web au www.bibliolibrary.ca. Vous allez avoir accès à la librairie virtuelle et ainsi de suite. Vous allez essayer de voir un peu qu'est-ce qui vous plaît. Vous allez sélectionner votre livre et puis vous allez aller faire la cueillette tout simplement. Hormis cela, il y a aussi des activités, je vais dire des activités en masse. Il y en a beaucoup des activités, mais c'est pas juste des activités littéraires. C'est ça que moi je trouve intéressant. Il y a des activités où est-ce que vous pourriez vous évader, pardon. Vous allez pouvoir voyager, je sais pas, un peu partout. Il y a plusieurs thématiques et puis aussi des cours culinaires. En fait, tout ça, pour avoir des informations, ça sera au www.bibliolibrary.ca. Je continue avec mes informations. Je continue avec mes informations et puis là, on a aussi des activités au niveau du Centre national des arts. Vous savez qu'ils ont toujours des activités à offrir à leur public de manière virtuelle. Et là, je vous parle en ce moment des spectacles de musique qui sont en train de se passer. Il y a des ateliers de création, il y a du théâtre aussi et tout ça, c'est accessible virtuellement. Vous avez juste qu'à visiter leur site web, le nac-cna.ca pour avoir accès à toutes ces activités-là et pourquoi pas à y participer. C'est le week-end. Je vous donne tout ce qui vous serait possible de faire. Vous savez, le mois de février s'en vient. À partir de lundi, on rentre carrément dans le mois de février et le mois de février, c'est le mois du patrimoine franco, mais aussi le mois de l'histoire des Noirs. Il y a plein d'activités qui sont en train de se peaufiner dans la région et tout au long de ce mois de février, là, on va rencontrer des personnes responsables dans des organismes qui vont nous parler de ces activités-là.
juste pour piquer votre intérêt et puis pour aller voir un peu qu'est-ce qui va se passer. C'est clair que tout va se faire virtuellement pour cette année encore une fois, mais on vous invite à garder l'œil sur notre émission Entre nous parce que vous aurez plein de détails. Concernant le mois du patrimoine francophone, ici dans la région, il y a le RPFO qui organise des activités, mais au-delà de ça, cet aspect que j'aime beaucoup au niveau du RPFO, c'est qu'il vous permet à vous qui êtes dans la région, à vous qui êtes dans la communauté, si vous avez des activités que vous aimeriez partager avec la communauté francophone, c'est d'aller sur leur site web. Ils ont un calendrier virtuel qui est déjà là avec quelques activités. Vous avez juste à leur faire une proposition d'activité et puis eux, ils vont le rentrer directement dans leur calendrier. Ça, je pense que c'est une chance unique qu'ils vous offrent là de pouvoir travailler main dans la main afin que ce mois du patrimoine francophone, même s'il est virtuel, il soit bien profitable pour tous. Alors le site web du RPFO, c'est le www.rpfo.ca. Je continue encore avec des informations et là, cette fois-ci, on va parler de l'ACFO. Vous savez que normalement, si vous êtes abonné à l'infolette de l'ACFO, vous l'avez sûrement reçu. Le dévoilement des finalistes du prix Bernard Grand-Maître va se faire le 3 février et je tiens à vous dire que il y aura beaucoup de choses, hormis le prix Bernard Grand-Maître qui vont se passer ou qui se passent même en ce moment au niveau de l'ACFO. Encore une fois, vous allez juste à visiter le site web www.acfoottawa.ca pour avoir plus d'informations. Je pense que notre chroniqueuse franco est là, Leila Abada. Et aujourd'hui, Leila, tu as décidé de nous faire découvrir le canal Rideau sous un tout nouvel angle. Oui, je vais commencer en disant le canal Rideau tend à découvrir, et je fais référence bien sûr à ce qu'on a sur nos plaques d'immatriculation en Ontario. Maintenant, on a une nouvelle, mais on a encore tant à découvrir, et c'est le cas pour le canal Rideau parce que c'est 202 kilomètres quand même, mais aussi en 2007, le canal Rideau a été classé patrimoine historique par l'UNESCO. Et la construction du canal, c'était entre 1826 et 1832 et c'était supervisé par le colonel John By, d'où l'ancien nom que nous avons en fait, c'était l'ancien nom d'Ottawa, Bytown. Et pour la construction, il y avait chaque année environ 3000 ouvriers. Et parmi ces ouvriers, des immigrants irlandais, des franco-canadiens, des algonquins. Et les familles s'étaient installées autour des chantiers de construction. Et malheureusement, on compte environ 1000 morts durant la construction parce qu'il y avait eu, pour des raisons de maladie comme la malaria, mais aussi il y avait durant la construction des explosions ou des accidents sur les chantiers. Donc, au total, 1000 morts. Et il y a eu une croix celtique qui a été érigée pour commémorer les ouvriers. Et pourquoi on avait décidé de construire le canal? C'est parce qu'après la guerre de 1812, on craignait une attaque des États-Unis. Alors, les colonies de l'Empire britannique, qui aujourd'hui qui est maintenant le Canada, avaient décidé de se protéger. Et finalement, il n'y a jamais eu d'attaque. Alors, ce qu'on peut faire sur le canal Rideau, c'est toujours, on peut encore patiner même si la section est plus petite. On peut se promener, on peut faire du vélo, on peut même faire de la raquette parce qu'il y a plusieurs parcs autour du canal Rideau. Et il y a plusieurs ponts. Il y a un très bon pont, c'est le pont de Vimy, qui est superbe, illuminé la nuit. Alors vraiment, on n'a pas de raison de ne pas aller découvrir le canal Rideau. Et en plus, c'est tout gratuit. C'est ça. Merci beaucoup, Leila, et au plaisir de te voir une prochaine fois. Au revoir. Alors, surtout que c'est le week-end, je pense que ça tombe pile poil notre chronique avec Leila parce que c'est le moment de sortir un peu pour aller voir un peu la nature au niveau du canal Rideau. Je pense que notre expert financier est avec moi. J'ai Cédric Larigaldi qui vient nous parler aujourd'hui du régime enregistré d'épargne invalidité. C'est quoi ça, Cédric?
C'est quoi ça? C'est un super plan. Le problème, c'est que les gens sont très peu au courant et je pense que c'est important d'en reparler, surtout en ce début d'année. Donc, c'est un programme désigné justement aux parents ou aidants ou gens de la famille qui veulent aider à prévaloir de l'argent plus tard pour les gens qui ont un cas d'invalidité. Euh, il faut plusieurs choses. Donc, la première chose, il faut un crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, c'est la première étape. Euh, une fois que vous avez ça, en général, quand vous recevez des subventions de l'État parce que vous avez une personne handicapée dans la famille, après, il faut une assurance sociale valide et résider au Canada. Donc ça, c'est un petit peu les mêmes choses qu'un REER ou un TFSF. Là où la grosse chose est importante, c'est que même si vous ne contribuez pas, vous allez recevoir, selon votre montant de salaire, en général, le salaire de gens qui ont des problèmes d'handicap est peu élevé parce que, hélas, ils sont peu reconnus dans le monde des activités professionnelles. On reçoit quand même de l'argent même si on n'y contribue pas. Donc, il n'y a pas de, il faut en ouvrir un si vous êtes déjà assigné à un crédit d'impôt pour personnes handicapées. Comment que on doit en ouvrir un? Oui. Alors, vous allez parler à votre institution financière. Toutes les institutions financières ne le font pas, mais allez poser la question à votre institution financière. Si vous avez déjà un agent financier, allez lui poser la question. Ça se fait pas en une journée, bien sûr, surtout quand on reçoit, le but premier est recevoir une aide de l'État. Donc, la partie importante, c'est qu'à partir du moment où vous allez mettre $1 en disant je vais mettre de l'argent parce que mon enfant a 10 ans et je voudrais que plus tard il puisse avoir de l'argent. Si vous mettez $1, vous pourriez recevoir jusqu'à $3 de contribution de l'État. Donc c'est énorme. Je veux dire, vous posez 1, on vous en donne 3. Il y a rien, ça n'existe pas ce type d'investissement. Oui, bien sûr, il y a quelques restrictions. La première chose, c'est que vous ne pouvez plus recevoir de contribution de l'État après 49 ans. Donc ça, c'est après 49 ans, vous ne recevez plus de contribution de l'État. Et la raison à laquelle elle est... Même si l'État arrête. Tu as une question? À partir de 49 ans, l'État ne doit... On peut contribuer plus tard encore. La seule chose, c'est qu'on doit arrêter de contribuer quand vous avez 59 ans. Ok. Donc, à partir de 60 ans, vous allez retirer l'argent. Je comprends. Donc, on arrête de contribuer. Pourquoi? C'est parce que le but, c'est de prévaloir de l'argent pour les gens pour leur retraite. Mais pourquoi 49 ans? C'est parce qu'il faut que l'argent reste 10 ans dans ce pot avant que vous puissiez le retirer. Donc, si vous mettez de l'argent jusqu'à 60 ans et puis qu'il faut que ça attende 10 ans, ça veut dire que vous n'allez pas le retirer à 70 ans. Malheureusement, on sait que les gens qui ont un handicap, selon leur handicap, ont une limitation dans la durée de vie. Hélas, ce ne sont pas des gens qui vivent jusqu'à 90 ans dû à leur handicap qui peut s'aggraver. Donc, c'est pour ça que le Canada ne veut pas que vous ayez un plan qui dure jusqu'à 70 ans et que vous ne puissiez pas l'utiliser. J'aimerais revenir un peu en arrière sur les personnes qui peuvent cotiser. Tu as pris par exemple l'exemple des parents qui peuvent cotiser par exemple pour leur enfant qui a 7 ans en ce moment-là jusqu'à 59 ans comme tu viens de le dire. Mais est-ce que une tante, un oncle peut aussi contribuer dans ce régime-là? Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez, le but c'est, alors il faut un bénéficiaire, alors il y a comme un plan, on est d'accord, c'est qu'il va y avoir quelqu'un qui détient ce plan-là, donc si c'est moi qui le fais pour mes enfants, ma tante ne peut pas mettre de l'argent dedans puisque c'est à moi que ça appartient le plan. Par contre, si à Noël, elle dit j'aimerais aider ton fils, ok, je te donne $100 et moi le $100, je vais le mettre dans ce plan-là. Au lieu qu'elle achète un cadeau, elle peut dire je veux aider à contribuer. Ça, vous pouvez le faire. Mais celui qui détient le plan, c'est à son nom. Et pourquoi? C'est parce que on va définir également le revenu total de la famille. Imaginons que j'ai un enfant handicapé, mais que je fasse $300 000 par an. C'est logique que j'ai moins d'aide qu'une famille qui fasse, à eux deux, qui fasse 80 000 par an. C'est logique que je reçoive plus d'aide. C'est logique, ouais. C'est pour ça que celui qui détient le plan, qui va déterminer un petit peu tout ça également. Oh.
Alors, on parle Je crois toujours vous quand avoir on perdu. discute de ces... est-ce que tu m'entends toujours, Cédric? Oui, oui, tout est bon. Alors, on dit toujours, quand toi et moi, on discute de tout ce que tu nous proposes comme sujet, il y a toujours des avantages et les inconvénients. De ce que j'ai compris déjà pour ce régime-là, c'est que l'avantage, c'est que quand tu mets, par exemple, $1, le gouvernement te donne comme $2 de plus, te donne $3. 3, Donc là, 3 c'est, dollars. oui, $3. 3 dollars. Donc Ouais. donc ça, c'est énorme, mais c'est quoi l'autre avantage? Et ensuite, après les avantages, on va basculer maintenant aux inconvénients parce que je sais toujours qu'il y en a. Alors, l'autre avantage, si vous ne contribuez rien et que vous avez un faible salaire, vous allez toucher 1 000 $ par an sans rien contribuer. Voilà pourquoi je dis il faut commencer. Surtout que c'est un petit peu complexe parce qu'on veut être sûr qu'on ait un crédit d'impôt pour handicapés, et souvent on ne demande pas de crédit d'impôt. Pourquoi? Parce que notre enfant a un faible handicap, donc on dit qu'on n'en a pas besoin. Oui, mais il faut quand même faire la demande et ça peut prendre plusieurs mois. Donc l'autre avantage, c'est de toucher 1 000 $ même si vous faites pas de... euh, si vous contribuez pas. Assez L'inconvénient, c'est que si d'argent, notre ouais. enfant... L'inconvénient, c'est il faut laisser l'argent 10 ans dans le pot. Sinon, si vous ressortez l'argent avant 10 ans, vous êtes obligé de rembourser une partie des contributions, voire la totalité. Donc là, il y a un calcul à faire. Le deuxième inconvénient, c'est si votre enfant n'est plus handicapé. Imaginons, il a des problèmes, ok, mais tout avec la science, la médecine, on fait qu'il se retire de cet handicap. Ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah là, forcément, l'inconvénient, c'est qu'on est obligé de fermer, on rembourse l'argent qui est à l'intérieur du pot parce que vous n'êtes plus handicapé. Donc là, il y a des petites règles un petit peu... bon, il y a des règles là-dessus. Et c'est pas vraiment, je dirais, le plus gros problème, c'est que ce n'est pas un plan très flexible. C'est-à-dire, il peut se passer 6 mois entre le moment où vous décidez de le mettre en place et que finalement il se met en place. Hélas, on voudrait que ça soit quelque chose de plus simple, mais le gouvernement aide d'année en année à le faire de plus en plus simple, mais on n'est pas arrivé là. C'est pas comme si vous rentrez à la banque et vous dites bonjour, je voudrais ouvrir un REER. Ouais, bah, une demi-heure après, vous avez votre REER d'ouvert. Là, c'est un petit peu plus complexe. Mais si vous avez un agent financier qui peut vous aider, de la famille autour de vous, souvent on a un grand-parent ou une tante qui est là. En ce moment, on a du temps puisqu'on est à la maison. Et ben, c'est le bon moment pour lancer l'application. Parce que honnêtement, il n'y a pas de vraiment d'inconvénient. Si on sait qu'on a un enfant qui a un handicap sévère et que jamais ça va s'enlever, vous allez pouvoir toucher de l'argent. Petite chose, vous ne pouvez pas mettre plus de 200 000 $ dedans à vie. Alors ça paraît beaucoup d'argent, 200 000 $, mais si pendant 30 ou 40 ans vous mettez de l'argent, 200 000 $, ça va vite. Donc le maximum que vous pouvez mettre dedans, c'est 200 000 $. 45 secondes qui va nous rester. Là, Cédric, tu me disais que tu avais trouvé une entrevue sur YouTube. Fait que je vais inviter les gens à aller voir ça. Je te souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. Vous avez juste à taper REEI et tout va s'afficher. Bon week-end. Merci à toi. Merci. Bye. Ciao, ciao. Alors, si vous voulez plus d'informations sur ce régime, ça serait juste d'aller sur Google et taper, comme il vient de le mentionner, REEI, et puis vous allez avoir une vidéo qui a été faite par des médias. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se voit lundi à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes dépassé par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter. Vivez l'expérience du bal de neige partout au Canada. Regardez le spectacle virtuel à la conquête de l'hiver canadien. Rencontrez les sculpteurs de la première compétition nationale de sculpture sur glace. Votez en ligne pour votre sculpture préférée. Célébrez la diversité artistique canadienne avec Fausia, Ariane Moffat, William Prince, Tracy Trash, Corneille, Ria May et l'incroyable Eladj Baldé. Rendez-vous le 5 février à 19h. C'est aussi ça, le bal de neige.
Cette semaine, à Nathan parle, je reçois Marie-Claude Nadon qui nous parlera de l'essentiel et Chantal Laberge, directrice d'école en ce temps de pandémie. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous regardez